Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. La lutte contre l'absentéisme dans la fonction publique, nouveau cheval de bataille du ministre Guillaume Gasparian. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet fait réagir, notamment dans l'éducation. On en parle tout de suite avec nos invités. Savez-vous ce qu'on appelle les zèbres? Dans un magazine, notre invité nous invite à découvrir ces profils neuroatypiques. On en parle dans la seconde partie de cette émission. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde fera la lumière sur le mois sans tabac et son origine avec les campagnes sans tabac. Mais tout de suite, place au débat. Les enseignants sont-ils plus absents que le reste des actifs? Les fonctionnaires sont-ils si absents que cela? C'est une des questions qui a fait réagir la semaine dernière lors des annonces du ministre de la fonction publique, Guillaume Gasparian. Jour de carence, arrêt maladie. Qu'est-ce qui coince dans l'absentéisme dans la fonction publique? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Laurent Capelletti. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur du CNAM en contrôle de gestion, directeur à l'Institut de socio-économie ISEOR, spécialiste de l'absentéisme au travail. Merci également d'être là, Michael Marciot. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire général de la CGT Éduc Action. Alors, on parle de l'absentéisme dans la fonction publique et plus particulièrement dans l'éducation nationale. Forcément, on est sur School TV. Un cliché qui continue de perdurer, qui perdure, mais vraiment à la fois dans les familles, à la fois aussi chez quelques confrères, toujours, et puis chez nos politiques, qui est les profs sont toujours absents ou alors ils sont en vacances. Comment ça se fait que ça perdure, cette idée quand même, Michael Marciot? Ça perdure parce que dès qu'il y a un collègue qui est absent ou absente, les parents s'inquiètent, à juste titre, ça se remarque peut-être plus, tout bêtement. Mais effectivement, les chiffres sont clairs. Les enseignants sont, je crois, dans la même moyenne que l'absentéisme dans le privé. D'ailleurs, plutôt que de parler d'absentéisme, il serait bon de parler d'arrêt maladie, vu le débat qui a lieu en ce moment. Il y a aussi des absences qui sont dues au travail, l'organisation du travail des personnels enseignants, c'est-à-dire les examens, les formations. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais après, ce qui est le plus frappant et dont on entend beaucoup parler, c'est finalement les absences de longue durée. Et là, ça peut être des absences effectivement pour une longue maladie, et c'est pas une maladie pour un congé maternité, par exemple. Le problème, c'est qu'il fut une époque où on avait suffisamment de remplaçants pour prévoir les congés maternité, par exemple, et les remplacer. Là, on n'a plus de remplaçants, et surtout, dans pas mal de disciplines, dans le second degré, on a un manque de collègues. Donc, il manque des profs de lettres d'entrée de jeu, en fait. On va bien sûr détailler tout ce que vous venez de dire, mais j'aimerais votre réaction, Laurent Capelletti. Est-ce que c'est un cliché, donc, de dire que les profs sont toujours absents? Est-ce que c'est une réalité? Pourquoi on est encore dans cette logique de l'enseignant toujours malade et en vacances? Alors toujours, c'est un cliché, ça c'est sûr, et c'est ce que j'expliquais dans le dernier magazine de la vie ouvrière de la CGT, c'est-à-dire qu'on a un absentéisme au travail, on va dire d'une façon globale, qui est dans l'éducation nationale, on va dire à peu près au même niveau, légèrement supérieur à ce qu'il est dans le public en général. Et dans le public, l'absentéisme au travail, ça c'est des faits, après il faut s'intéresser aux causes. Et souvent, malheureusement, on va traiter les symptômes, mais on ne s'occupe pas des causes, c'est de ça dont il faut parler. C'est légèrement supérieur au privé, en France. Et dans le privé, l'absentéisme au travail en France est assez nettement supérieur à ce qu'il est en moyenne dans des pays comparables, et notamment par rapport à ce dont il faut parler aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'absentéisme incompressible. C'est-à-dire qu'il y a un absentéisme, en fait, qui est tout à fait, j'allais dire, inévitable, normal, qui est lié, par exemple, au congé maternité, qui est lié à des épidémies, qui est lié à une population vieillissante et qui, effectivement, développe des troubles. Et donc, dans les faits, on va dire que l'absentéisme dans le public et donc dans l'éducation nationale est supérieur à celui qu'on voit dans le privé. En France, lui-même, supérieur à l'absentéisme incompressible. Voilà. Donc, on a un problème, pour moi, on a un problème, donc, effectivement, d'absentéisme au travail, ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont absents sont tous des fainéants, bien entendu. Il y a peut-être une bagarre de chiffres, une bataille des chiffres, je crois, parce que alors, moi, je n'ai pas forcément les mêmes. Un rapport de la Cour des comptes datant de 2021 remet, soi-disant, l'église au centre du village, c'est comme ça en tout cas que c'est titré dans le Point, parce qu'ils disent qu'en fait, les élèves ne reflètent pas, la perception de l'absence des professeurs par les familles et les élèves, ne reflète pas la mesure statistique du réel taux d'absence. Une partie de leurs absences n'est pas répertoriée, alors qu'une fraction de leur activité,
parce que justement elle s'exerce en dehors de la salle de classe, comme vous l'avez dit, et peut être assimilée à une absence. On parle évidemment de formation, on parle d'autres choses. J'aimerais comprendre réellement quelle est cette bagarre de chiffres. Vous parliez de la fonction publique à l'instant et du poids. Pareil, un rapport de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, donc, qui date de 2023, disait que près de 5,5% des enseignants étaient absents au moins un jour au cours d'une semaine donnée. En comparaison, cette même année, 8% des agents de la fonction publique hospitalière, 8% également des agents de la fonction publique territoriale. Bon, j'aimerais comprendre la chose. Est-ce que c'est moi qui me trompe? Non, alors moi je prends mes chiffres. Voilà. Donc moi dans mes études, en fait, je trouve que dans l'éducation nationale, on est à peu près dans les mêmes eaux que dans la fonction publique, c'est-à-dire on est sur 8 à 9% d'absentéisme au travail. Dans le privé, on est plutôt en France entre 5 et 6%. L'absentéisme, on va dire incompressible, étant de l'ordre de 3 à 4%. Voilà à peu près mes chiffres. Le fait qu'il n'y ait pas d'absentéisme au travail serait un extrêmement bon signe. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de problème de conditions de travail, puisque la source principale de l'absentéisme au travail, c'est les conditions de travail. Donc moi, ça me ferait plaisir qu'effectivement, dans l'éducation nationale, il n'y ait pas d'absentéisme au travail. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de conditions de travail. Or, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, bien entendu. On va en parler justement des conditions de travail, parce que c'est ce qui explique effectivement ces absences et surtout le manque d'attractivité du métier, ce qui est très important. Juste un petit point sur les absences de courte et longue durée. Vous avez souligné tout à l'heure. En quoi, effectivement, elles ont un impact différent et en quoi, si vous voulez, cela joue sur le remplacement ou non-remplacement possible? Sur les courtes durées, je me rappelle quand Papendiaï, ministre à l'époque, avait donné des chiffres, on parlait de millions d'heures, etc. Mais je m'étais amusé à faire un calcul, j'avais reporté le million d'heures en question sur le 2 millions d'heures qu'ont chaque élève, et ça ne faisait même pas 2% de leur horaire, en fait. Donc c'est très peu. C'est très peu, même si ça se remarque. Par contre, une absence de longue durée, ça peut vouloir dire... déjà, elles sont considérées de longue durée seulement à partir de 2 semaines. Oui. Et même à partir de 2 semaines, c'est quand même relativement rare, dans certaines disciplines dans le second degré, d'avoir un remplaçant. Dans le premier degré, un peu moins, mais ça l'est de plus en plus. Et ça peut vouloir dire parfois, dans des cas extrêmes, sur certaines disciplines, surtout en début d'année, ne pas avoir d'enseignant de français ou de mathématiques pendant un mois, voire plus. Donc un impact énorme sur les études. Ça a un véritable impact. Sauf que systématiquement, par exemple, un des moyens qu'essaie de nous donner le ministère pour réduire ça, c'est de dire on va arrêter les formations sur le temps élève, puis on va les faire par petits bouts, la plupart du temps en visio, à 18h ou pendant les petites vacances, etc. Donc ça dégrade encore une fois les conditions de travail, et puis en plus ça dégrade les conditions de formation continue. Et cette formation continue, elle n'est pas du tout perceptible pour les parents, pour les familles. C'est-à-dire que les parents ont l'impression qu'en fait les professeurs travaillent jusqu'à 16h ou 17h, qu'ensuite ils s'arrêtent, qu'ils s'arrêtent aussi toutes les 6 semaines pour prendre 2 semaines de vacances. Ce n'est évidemment pas cela, être enseignant aujourd'hui. Pourquoi on ne communique pas davantage sur la problématique de la formation continue, et pourquoi aussi les enseignants eux-mêmes se retrouvent dans cette situation de déclarer une impossibilité d'exercer parce que formation? S'il vous plaît, j'ai une hypothèse sur ce sujet, mais d'ailleurs comme sur l'absentéisme au travail, on ne mesure pas, on ne se rend pas compte de l'impact, des impacts négatifs, à la fois pour ceux qui le vivent, à la fois pour ceux qui sont présents pendant que d'autres sont absents, parce qu'ils sont perturbés, et à la fois, on en a un petit peu parlé, pour la société, en l'occurrence dans l'éducation nationale, les élèves, mais dans une entreprise privée, ça va être les clients, et dans une organisation publique, ça va être les usagers. Donc en fait, il y a des impacts, des perturbations multiniveaux qui, moi je trouve ça toujours intéressant, puisqu'on est sous contrainte budgétaire, qu'on le veuille ou non, de valoriser ça, non pas pour stigmatiser les absents, mais pour au contraire faire prendre conscience et du coup analyser les causes. Pour traiter les causes. Et donc quand on valorise ça en euros, on se rend compte en fait qu'on a de l'évaporation budgétaire dans le public, qui est absolument considérable, et dans le privé, en fait, c'est de la perte de productivité. Et tous les indicateurs, en réalité, micro et également macro, convergent pour dire qu'il y a une grande partie, effectivement, de notre évaporation budgétaire et notre baisse de productivité en France, qui est réelle depuis 5-10 ans, qui est liée, en fait, au phénomène d'absentéisme au travail, qui est un réel problème français. C'est quand même une particularité française par rapport aux pays comparables, notamment dans l'éducation nationale. Dans les autres pays, on a un taux d'absentéisme qui est plus bas. Sur la formation, vous faites bien de le souligner, parce qu'en réalité,
là encore, on ne mesure pas les impacts négatifs de ne pas en faire. Or, ça a des impacts négatifs, mine de rien, d'en faire aussi, puisque manifestement, on manque d'enseignants. Alors c'est justement les enseignants, ça. J'aimerais qu'on établisse cette vérité. C'est sur la qualité de l'enseignement. Exactement. Figurez-vous qu'en plus, au niveau de la formation professionnelle continue, les enseignants en France souffrent d'une insuffisance de formation professionnelle. Sur un sujet dont on a beaucoup parlé, par exemple, la gestion des conflits dans les classes, comment on gère la laïcité, etc. Enfin, bien entendu, après les formations techniques sur la matière, mais toutes les formations également de ce type-là. Il y a un manque de cruel de formation. De formation continue, tout à fait, oui. C'est un vrai sujet. Alors après aussi, pourquoi il y a aussi un discours politique. Moi, je me rappelle de Jean-Michel Blanquer qui en pleine crise du Covid, parlait d'absentéisme des enseignants, à des parents chauffés à blanc par son protocole qui disait que dès qu'un enseignant était positif, tous ses collègues étaient cas contact, enfin, bref, et qui utilisait ça aussi pour défendre son absence de bilan dans la période. Donc il y a aussi quelque chose de politique derrière. Quand vous pointez du doigt sur la formation, les absences de courte durée, qui sont celles qui ne sont pas les plus graves. Alors, je ne dis pas que c'est jamais agréable pour un élève de rater 1 ou 2 heures de cours de mathématiques dans l'année. Je trouve ça même plutôt agréable, je crois. Certains sont consciencieux, mais il y a... Je quitte ce point. Je comprends. Je suis enseignant moi-même. Je comprends. Mais pointer du doigt ces problèmes d'absence de courte durée, notamment sur la formation, etc., pour faire oublier les absences de longue durée, qui, vous en avez parlé avec la crise d'attractivité, s'aggrave de plus en plus. Et il y a aussi un phénomène politique derrière. Après, il y a aussi une particularité dans l'enseignement, en particulier au collège, puisque normalement, au primaire, et là, en termes de conditions de travail, comme d'études de nos élèves, c'est dramatique, mais s'il n'y a pas de remplaçant pour un collègue dans le premier degré, on répartit ses élèves dans les autres classes. Ce qui n'est bon pour personne. Dans le second degré, au lycée, les élèves sont plus âgés, ça va à peu près gérer, même si c'est quand même pas terrible. Mais en collège, en 6e, 5e, quand il y a des élèves absents, s'il n'y a pas de salle de permanence, etc., les élèves rentrent chez eux. Et ça, c'est vraiment problématique pour des parents d'élèves de cet âge-là. C'est ça aussi qui fait que c'est mal vécu par les parents, ce qui s'entend. Mais après, des courtes durées, quand elles sont prévues, alors les arrêts maladie, c'est rarement prévisible, mais quand elles sont prévues, ça s'organise en amont. Par contre, les longues durées... Bah oui, c'est ça, les longues durées. Et oui, effectivement, comme vous le dites, c'est le geste, on ne sait plus comment faire. Donc c'est bien la problématique que rencontrent à la fois les chefs d'établissement et puis les familles aujourd'hui. Quand on parle d'absentéisme d'un côté et de cette volonté, bon, alors apparemment, ils sont revenus dessus hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur l'idée de supprimer des postes enseignants dans le nouveau budget. C'est vrai qu'on se pose la question de ce que l'on veut pour l'école et pour nos enfants, fatalement. Je ne remets absolument pas en cause la volonté d'Anne Genetet de donner une école qui soit performante et soucieuse du bien-être des élèves. Mais c'est vrai que comment on peut à la fois lutter contre l'absentéisme et en même temps se dire on va supprimer les postes enseignants. J'aimerais votre réaction tous les deux. Qui va commencer? Allez, Laurent Capelletti, allons-y. D'accord, alors moi, finalement. Michael Mastéliou. Oui, non, comment réagir? Non, déjà, on ne peut pas mieux faire d'école avec moins d'enseignants, parce que le mieux faire avec moins, qu'on nous vend depuis des années, ne marche pas, ça commence à se voir quand même. Et puis... Malgré la baisse démographique, etc., il a largement avancé. Mais justement, il est temps d'en profiter. Parce que quand il y a eu une hausse démographique avec le boom de l'an 2000, on n'a pas augmenté le nombre de postes en proportion du nombre d'élèves. Alors là, par contre, dès que ça baisse, là, c'est vraiment en proportion. Et à chaque fois qu'on supprime des postes, ou qu'on n'en crée pas, on commence par supprimer quels postes? Ceux qui se voient le moins. Et figurez-vous que ceux qui se voient le moins, c'est les remplaçants. Donc les brigades de remplaçants dans le premier degré, ce qu'on appelle les titulaires de zone de remplacement dans le second degré. Si vous voulez supprimer des postes et que ça ne se voit pas trop, dans un premier temps, pour pas trop augmenter le nombre d'élèves par classe, on supprime les remplaçants et les remplaçantes. Et du coup, quand il y a une absence, il n'y a pas de remplacement. Et puis surtout, quid du remplaçant? Et on va y venir dans quelques secondes. Décidément, ce chat ne veut pas partir de ma gorge. Une réaction à cette question d'à la fois de vouloir supprimer des postes, en tout cas de ne pas faire en sorte d'en créer davantage, puisque la question a été à la fois posée puis maintenant supprimée, et à la fois ce manque que l'on perçoit aujourd'hui. C'est des raisonnements en fait, qu'on appelle en coût visible, quoi. C'est-à-dire que effectivement... on rétrécit, pour faire des économies, en fait, on va rétrécir l'activité. D'accord? Mais une fois qu'on aura rétréci l'activité, est-ce qu'on aura réglé le problème d'absentisme au travail?
Bah non. Voilà. Et donc en fait, c'est pas évidemment la bonne solution. Ça peut être des solutions de rétrécir quand on est vraiment sur, on va dire, des activités qui se réduisent en peau de chagrin. Il faut réajuster la voilure, mais de façon très claire, c'est pas le cas de l'éducation nationale, hein, où il y a des besoins d'enseignement, d'éducation, même si le nombre en fait d'élèves, d'étudiants diminue. Les besoins d'acquisition de connaissances sont de plus en plus élevés. Donc en fait, la bonne solution, c'est quoi? À la fois socialement, sociétalement et économiquement, d'ailleurs, pour qu'à la fin, en fait, les budgets soient moins évaporés et mieux utilisés, en fait, c'est de mieux organiser tout ça. Voilà. Mais mieux organiser tout ça, selon le ministre de la fonction publique, Guillaume Gasparian, quand même, il y a une lutte contre l'absentéisme qui, en fait, revient à une urgence de faire des économies. Enfin, est-ce que... voilà. Mais c'est un aveu. Oui. Et puisqu'il met en avant la hausse qui est réelle, d'absence, en particulier depuis le Covid, dans la fonction publique, alors qu'il y en a une aussi dans le privé, mais qu'elle est effectivement plus élevée dans la fonction publique. Il se base sur un rapport, alors c'est peut-être aussi la différence de chiffres, le rapport est plutôt concentré sur le nombre de jours moyens d'absence. Pour raison de... Ah, c'est ça qui fait effectivement la différence. Il y a aussi ça qui fait une différence. Ouais. Et donc il se base sur ce rapport, mais ce rapport, si on le lit bien attentivement, il dit que ce qui structure ce qu'on appelle l'absentéisme, même si décidément j'aime pas trop le terme, mais en tant que prof, moi l'absentéisme, c'est quand un élève sèche. Ce qui structure l'absentéisme, dans la structure du salariat privé par rapport à la fonction publique, c'est des questions d'âge, de féminisation et de catégories socio-professionnelles. En gros, expliquez-moi. Proportionnellement, les femmes sont plus absentes, notamment, et en particulier quand c'est les familles monoparentales, ce qui est plus souvent des femmes. Proportionnellement, suivant l'âge, les absences augmentent, et notamment, et c'est corrélé avec l'âge, les infections de longue durée. Donc on va engager que des petits jeunes qui sont célibataires. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais. Il y a un vieillissement de la population, y compris de fonction publique et privée. Mais les taux de catégorie C qu'on a dans la fonction publique, voire B, qui sont les tâches d'exécution, etc., sont plus élevés dans le public que dans le privé. L'âge est plus élevé dans le public que dans le privé. Le taux de féminisation est plus élevé dans le public que dans le privé. Et ce que dit le rapport en question, il dit, pas pour la territoriale, mais ça on peut y revenir, mais il dit sur la fonction publique de l'État et hospitalière, si on avait la même structuration en termes de féminisation, classe d'âge, etc., le taux serait le même. C'est moins vrai dans la territoriale, mais dans la territoriale, c'est là où vous allez trouver les ATSEM, les égoutiers, les métiers les plus difficiles, donc c'est pas très étonnant. Après, quand il dit que c'est ce qu'il veut faire, c'est une forme d'égalité, il oublie aussi sur les 3 jours de carence et le 100%, 90% de... Peut-être en parler justement, les 3 jours de carence, au lieu d'un seul. Il oublie de dire quand même qu'il y a je ne veux pas dire de bêtises, mais au moins plus de 60%, voire 3/4 des salariés du privé qui sont au total ou partiellement compensés sur les jours de carence ou le salaire, soit par les accords de branche, et c'est les entreprises directement, soit par les prévoyances, ce qui n'est pas du tout le cas dans la fonction publique. C'est même pire dans la fonction publique, le jour de carence, il est interdit aux mutualistes, sur la prévoyance, de le compenser dans la fonction publique, par décret. Donc, si on parle d'égalité, on parle de l'égalité totale, y compris dans le privé, puisqu'il y a des salariés du privé qui sont moins bien traités que d'autres salariés du privé, suivant la taille de leur entreprise, l'intérim, etc., etc. Mais c'est normal qu'un fonctionnaire d'État soit traité de la même façon que dans le privé? Alors, je reviens juste sur ce point. Oui, justement. Alors, moi, j'ai une divergence. C'est pas ce que j'observe. En effet, un petit peu, c'est dû à des variables, on va dire, macro, les âges, etc. Mais en revanche, quand vous regardez des établissements, avec des populations plus jeunes, ou alors moins jeunes, moins féminisés, plus féminisés, parce que c'est pas homogène en fait tout ça. Vous vous rendez compte en fait que la vraie raison, la cause racine, c'est le manque d'attractivité du métier de fonctionnaire. Si vous voulez que je vous donne une part, je vais vous dire aux deux tiers. Ouais. Aux 2 tiers, c'est vraiment lié à ça. Un manque d'attractivité parce que, premièrement, des salaires trop bas. Alors, moins de considération. On va dire parce que quoi, un management, une organisation qui est restée, je vais dire un gros mot. Allez-y. Weberienne. Oh, ça va, on va s'en sortir. Ça va, c'est bon. Donc de Weber, est-ce que ça parle à tout le monde en revanche? Alors, dépersonnalisé, par la grille, plutôt fondé sur la soumission, pas sur la négociation, manque de dialogue. Vertical, pas assez horizontal? Alors, taylorien dans le privé, on va dire Weberien dans le public, parce que dans le privé aussi,
la large part du surabsentisme par rapport à l'absentisme incompressible est liée à ça, en fait, également. Et donc, c'est ce qu'on résume sous le mot de manque d'attractivité. Et après, il faut revenir au basique, c'est-à-dire que quand vous avez un métier qui manque d'attractivité, effectivement, vous êtes plus volatile. Et effectivement, il y a une corrélation très forte entre l'absentéisme au travail et les défauts d'attractivité des métiers. Et ça, on s'en rend compte en comparant avec des pays comparables, même si tout n'est jamais purement comparable, bien entendu, mais on se rend compte que dans les pays où il y a eu des efforts, notamment dans l'éducation nationale, pour améliorer l'attractivité du métier, la qualité de vie au travail, bien entendu, est bien meilleure, l'attractivité est supérieure, et l'absentéisme au travail est moindre. J'étais mariée avec par exemple, c'est des exemples connus. J'étais mariée avec un cliché tout à l'heure en disant les profs sont toujours en vacances ou ne foutent rien. Pareil, un autre cliché, vous voyez comme je parle mal moi aussi, un autre cliché par exemple qui est effectivement les Français sont toujours en arrêt maladie. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure. On peut peut-être aller un peu plus loin, effectivement élargir, puisqu'on parlait essentiellement de l'éducation ici sur School TV, mais c'est vrai qu'on parle de la fonction publique de manière générale. Est-ce que réellement les Français abusent de ces arrêts maladie ? Moi, je ne pense pas, non. C'est un arrêt maladie, c'est déjà un médecin qui le prescrit. Alors, à me faire croire que les médecins prescrivent des arrêts maladie à tout va, etc., j'ai un petit doute. Ils ont leur conscience professionnelle. Ils ont en plus quand même de sérieux contrôles de plus en plus fréquents, ce qui d'ailleurs les inquiète, parce que parfois ils ont l'impression que si, pour X raisons, parce que leur clientèle, à un moment T, se retrouve avec des gens plus en difficulté, on va faire des calculs complètement basistes en disant, bizarrement, vous devriez avoir tant de prescriptions d'arrêt maladie, vous en avez plus, c'est qu'il y a un problème. Ce qui, là, on parlait de management, alors c'est pas du management, mais c'est un vrai sujet, donc non, je ne crois pas. Après, effectivement, on pourra se poser la question quand on se sera posé la question des conditions de travail. Et c'est ça la vraie question. Parce qu'il y a évidemment des métiers qui sont physiquement compliqués, extrêmement durs. On ne parle pas des enseignants, là. Mais quand on parlait de la territoriale... Les enseignants aussi, quand même. Je pense que, compte tenu de l'actualité et de ce que vivent, et vous êtes enseignant aussi, de ce que vivent... Oui, mais ce que vivent les enseignants aujourd'hui sur la violence, les problèmes de laïcité, les problèmes, etc., et justement les problèmes de conditions de travail, ça fait partie aussi de cette problématique. L'usure et le sens du travail. Et c'est pas vrai que dans la fonction publique. Je pense que ça l'est dans tous les métiers, y compris dans le privé. La différence, quand même, c'est que dans la fonction publique, il y a la notion de service public. C'est-à-dire qu'on n'est là que pour ça. C'est même pour ça qu'on est embauché. Et de plus en plus de collègues perdent le sens du métier. Ont l'impression de ne plus rendre service au public. C'est vraiment vrai, ça. Ils perdent le sens ou ils ont plutôt l'impression qu'ils vont aller voir ailleurs parce qu'ils ne peuvent plus résister, peut-être, non? Une réaction juste. Non, dans Cap et Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, je suivrais monsieur si, effectivement, dans les pays du Nord, en Allemagne, alors en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais on va dire que là-bas c'est le bagne, même si c'est pas le cas, quand on regarde de l'intérieur, on a un absentéisme, effectivement, au travail qui est de l'ordre de 3 à 4%. On est au niveau incompressible. Une fois qu'on a dit ça, quand on dit qu'en France, dans le privé en moyenne, on est plutôt à 6%, avec aussi des accidents du travail, un taux d'accident du travail beaucoup plus élevé. Bon. Et dans le public, on est à 8-9%. Allez, admettons, même si on était à 6%, c'est plus, mais bon, ça veut dire qu'on est quand même supérieur. Est-ce que c'est parce qu'on est en plus mauvaise santé en France? Est-ce que c'est parce qu'on est plus fainéant en France? Est-ce que c'est parce que... Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment dû au fait que nous n'avons pas su faire évoluer, encore plus dans le public que dans le privé, nos structures donc d'organisation, d'attractivité du métier, de management. Moi, j'appelle ça de proximité. Ça vient du vieux français, management, vous saviez. C'est pas anglo-saxon, ça vient de ménager. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Donc, réapproprions-nous le vrai management et on peut se mettre au niveau sans licencier personne. Au même niveau, au moins qu'on n'est pas plus bête, ça perd l'hypopète, que les Danois, les Suédois ou les Finlandais, enfin. Un tout petit mot sur les 3 jours de carence, parce que vous ne m'avez pas vraiment répondu, c'est quand même la proposition là qui est faite. Donc, on en parle au lieu d'un seul, pardon. Je pensais en creux y répondre. On parlait d'attractivité. Et
dans la fonction publique en général, et en particulier puisqu'on parle beaucoup des enseignants sur ce plateau, le salaire fait vraiment partie de l'attractivité, là, pour le coup. Et pas que les conditions de travail, même si c'est très important, les conditions de travail. Mais les deux, la dégradation des deux rend les choses de plus en plus compliquées. Bon, annoncer qu'il va y avoir 10% de salaire en moins, si vous avez 3 jours dans le mois d'arrêt maladie, ça fait 10% de salaire en moins. Sur 30, c'est bon, je calcule encore. Voilà, 10% de salaire en moins. Puis parce que si vous avez 5 jours, 90% au lieu de 100% des 2 jours de salaire, donc ça fait peu sur le coup. Sur 3 mois d'absence pour une grosse maladie, ça peut faire beaucoup. Ça fait même beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on va améliorer l'attractivité. Et je ne suis pas sûr que ça fonctionne, en fait. Parce que les 3 jours de carence dans le privé, ils y sont déjà. Et effectivement, il y a eu une hausse aussi de l'absentéisme dans le privé. Donc, vous pouvez toujours mettre les 3 jours de carence. Déjà, vous prenez quand même le risque. On fera les économies, mais on n'aura pas plus de personnes, c'est ça ? C'est ça. Et en plus, pas moins l'absence. Et vous prenez le risque en plus pour des maladies. Je suis désolée, il faut qu'on rende. Pardon. Mais non, mais c'est moi. Je suis navrée. Je vous coupe en plein milieu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous voulez dire quelque chose, là, je vous sens suspens. Comme ça. 10 secondes. Sur le principe, moi, je suis pour l'alignement. Oui. Maintenant, au plan économique, en fait, le coût de la non-attractivité du travail est très supérieur aux économies qu'on va pouvoir faire à travers les jours de carence. Mais sur le principe, moi, je suis pour un alignement, parce qu'on est sur un système socialisé, c'est la collectivité, donc il ne doit pas y avoir d'inégalité public-privé. C'est une question de principe. Pardon. Oui, mais c'est eux qui payent. Je suis désolée, j'aimerais tant rester avec vous, mais je ne peux pas. Laurent Capelletti, merci d'être venu sur ce plateau. Michael Marciot également, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain.
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Céline Lisraoux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et créatrice du magazine Zèbre et compagnie. Zèbre, c'est en référence aux personnes neuroatypiques. Pourquoi le zèbre? Alors le zèbre, c'est le petit personnage sympathique qui est rayé. Et finalement, on s'est dit, le zèbre, c'est un personnage dans la jungle qui fait partie d'un troupeau, donc d'une société, mais dont on sait bien qu'aucun zèbre n'a la même rayure que son voisin. Donc c'est pour nous une espèce d'allégorie de la différence, mais dans le fait du fait qu'on puisse être différent et vivre dans une société. Mais vu positivement en plus, parce que c'est quand même un animal sympathique qu'on retrouve souvent. La prise en charge des personnes neuroatypiques, évidemment, on va en parler. Mais avant cela, est-ce qu'on pourrait définir, s'il vous plaît, pour ceux qui nous regardent, ce que sont les neuroatypies? Alors, la neuroatypie, je préfère d'ailleurs, moi, le mot neurodiversité. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais la neuroatypie, ce sont toutes les personnes qui sont 10. Alors, le continent des 10, parce que les 10, il y a la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, la dysorthographie. Il y a vraiment beaucoup de 10. On connaît surtout la dyslexie, mais ce n'est pas assez loin d'être le seul trouble 10. Les personnes avec un TDAH, trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, les personnes avec un trouble de l'autisme, mais aussi les personnes qui sont HPI, toutes les personnes qui ne sont pas exactement dans leurs normes. C'est pour ça que j'aime bien ce mot neurodiversité, parce qu'on parle de diversité par rapport à une norme. Et moi, le fil rouge de mon journal, c'est de dire que finalement, ces diversités, c'est juste l'expression de l'humanité. On est tous divers, physiquement, oui, c'est ça. Pourquoi avoir une norme, finalement? C'est peut-être parce qu'on se base sur le plus grand nombre. C'est ça. Et en fait, la neurodiversité, la neuroatypie, ça représente plus de 12% de la population française. 12%. On parle de dizaines de millions de personnes. Donc, ce que j'essaie de faire passer dans ce magazine, c'est me dire finalement, est-ce que le problème, ça ne serait pas que notre norme, elle est un petit peu étriquée? Est-ce que la bonne solution, on parle beaucoup d'école inclusive, ça ne serait pas de pousser le territoire de la norme pour faire entrer ces 12% de personnes qui essaient d'y entrer comme des malheureux au chausse-pied. On impose des choses à des enfants qui ne sont pas capables de prendre en charge, qui s'épuisent à l'école, alors que finalement, il faut repenser la norme avant de repenser la diversité. Oui, toute la question est de savoir si finalement, aujourd'hui, ils sont mieux décelés ou est-ce qu'il y en a plus? Parce que tout le monde, enfin, beaucoup de gens, malheureusement, sont encore un peu étonnés de, tout d'un coup, se poser la question de savoir si leur enfant est 10 ou pas, s'il a des problèmes d'attention, de concentration, s'il est HPI. Finalement, on dit, bon, à l'époque, notre époque, on ne se posait pas cette question-là, une réponse. C'est vrai, mais on entend beaucoup cette ancienne qui revient, c'est la maladie à la mode, c'est le TDAH, c'est la maladie du 16e arrondissement, voilà. Alors certes, mais quand vous avez un jeune avec un TDAH qui a le TDAH dans le 16e arrondissement, vous savez, quand il voyage en province, il se retrouve aussi avec son TDAH. C'est le cas de mon fils. Et j'ai toujours dit, tu vois, tu es passé du 16e arrondissement à Bordeaux, de Bordeaux à Périgueux, tu as un TDAH voyageur, mon fils. La réalité, c'est que jadis, on ne se posait pas la question. Ces troubles du neurodéveloppement, on ne les connaissait pas. Et si on ne les connaissait pas, on ne les diagnostiquait pas. Et on a tous des souvenirs en classe de gamins qui travaillaient, qui se donnaient à fond et qui n'avaient pas de résultats, qui étaient harcelés, parce qu'on parle beaucoup de harcèlement, mais les personnes neuroatypiques sont plus harcelées que le reste de la population, dont on se moquait, qui ne faisaient pas les études qu'ils auraient pu faire, tout simplement parce qu'ils étaient dyslexiques et personne n'avait jamais diagnostiqué cette dyslexie. Aujourd'hui, on sait diagnostiquer, on diagnostique de mieux en mieux, on accompagne. Alors de mieux en mieux, même si c'est quand même très très perfectible, et se rendre compte d'une problématique, ça ne veut pas dire qu'avant elle n'existait pas. Juste aujourd'hui, on s'en rend compte. C'est pas une maladie à la mode, c'est une maladie qu'aujourd'hui, ces maladies d'ailleurs, c'est pas des maladies, ce sont des troubles qu'aujourd'hui on diagnostique. Ces troubles dont vous parlez, effectivement, il faut pouvoir les diagnostiquer. Comment ça s'opère? Parce qu'il y a à la fois l'établissement qui rentre en jeu, les professeurs éventuels ou la maîtresse d'école, mais il y a aussi les parents. Et peut-être que certains, s'ils n'ont pas été sensibilisés ou formés justement, sont un peu passent à côté. Oui, en fait, j'ai l'habitude de dire qu'il faut tout un village pour accompagner un enfant neuroatypique, parce que, évidemment, les parents, surtout quand c'est votre premier, vous n'avez pas de référentiel pour vous dire, mais tiens, il est plus long à lire, il n'y arrive pas. Quand vous avez un second, en troisième, vous avez toujours quelqu'un pour faire une référence, mais quand vous ne l'avez pas, comment vous voulez savoir que votre enfant ne va pas aussi vite que les autres? Donc, déjà, vous êtes seul. Il faut aussi que ce soit les parents, il faut que ce soit aussi le corps enseignant, mais avec bienveillance. Pas de dire, écoutez, votre gosse, il m'épuise, il bouge tout le temps, il tient pas en place, sa place, c'est pas mon école, parce que ça, on l'entend aussi. Il faut trouver les psychiatres, il faut trouver les neuropsychiatres, il faut trouver les orthophonistes. En fait, le problème, c'est le problème de poser un diagnostic et ensuite d'accompagner, parce qu'évidemment, tout cet accompagnement, c'est très compliqué à trouver. Et même à Paris, quand vous avez la chance d'habiter à Paris ou en région parisienne, même là, c'est compliqué de trouver un accompagnement pour les parents.
Zèbre et compagnie, on l'a compris, hein, c'est un magazine qui est fait effectivement pour ces neurodiversités dont vous parlez, mais aussi pour tout le monde, car in fine, peut-être que comme vous l'avez dit, l'inclusion que l'on souhaite tous, c'est de pouvoir justement inclure tout le monde. Et donc ces magazines sont à la disposition aussi des enfants. Quand on a un frère ou une sœur qui peut avoir éventuellement une neuroatypie, on peut aussi proposer ce magazine pour la fratrie tout entière. Oui, on l'a vraiment, c'est vraiment un journal qui a un chemin de fer de journal tout à fait classique. C'est-à-dire qu'il y a eu des interviews, on a un portrait de Glenn Viel, le chef 3 étoiles, dernier à l'école, premier dans la cuisine. On a une interview de Simone Biles. On a une interview d'une humoriste qui a un TDAH. On a un sujet aussi sur le harcèlement à l'école. On a un sujet sur le sport. Enfin, on essaie d'avoir vraiment un chemin de fer de journal complètement normal. Et c'est pour dire aussi aux familles et aux parents, regardez, votre enfant, il est dyslexique, c'est compliqué en classe. Regardez, Glenn Viel, ça ne l'a pas empêché d'être le plus jeune chef 3 étoiles de France et d'être jury de Top Chef et d'être une star. Donc, on ne va pas dire que toutes les personnes avec une dyslexie vont devenir chef 3 étoiles, ça serait trop beau. Mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'interdit pour nos enfants. On ne doit pas les limiter en leur disant « c'est difficile à l'école, tu ne feras rien dans ta vie ». Moi, j'ai vraiment envie de dire aux parents qu'il faut croire dans les enfants et jamais leur dire « ta limite, parce que tu as un trouble autistique ou parce que tu as une dyslexie ou parce que tu es TDAH, tu ne pourras pas faire ça ». C'est pas vrai. Vraiment, c'est pas vrai. Ces fameux troubles, une fois qu'ils sont diagnostiqués, encore une fois on le répète, hein, c'est pas évident, il faut pouvoir effectivement être accompagné pour cela. On le sait, c'est pas simple. Je l'ai vécu pas pour mes enfants, mais pour les enfants des autres. Trouver des personnes qui sont accompagnantes, qui peuvent justement aider à la fois au quotidien, à l'école, et sinon en dehors de l'école aussi, ça a un coût. Comment on fait pour pouvoir être au quotidien dans ce besoin, répondre à ces besoins? Alors là, vous parlez d'or, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ce magazine. Évidemment, j'ai fait ce magazine, je suis journaliste et mes enfants sont neuroatypiques. Et j'ai mesuré le temps, l'argent et l'implication émotionnelle qu'il faut chaque jour pour porter les enfants. Pour porter les enfants et continuer à leur dire que malgré tout ce qu'on dit d'eux, ils vont y arriver. Il ne s'agit pas on ne parle pas d'éducation positive en disant mais mon fils est très bien, t'as 0 à l'école, mais t'es génial. C'est pas du tout ça. C'est dire je sais que tu travailles, je sais que tu y arrives pas. L'éducation positive n'est pas ça de toute façon. Hein. Elle est dépeinte comme ça, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc, quand on est parent d'enfants neuroatypiques, le gros de notre boulot, c'est d'expliquer à son enfant que effectivement c'est difficile, effectivement il va moins vite que les autres parce que l'école n'est pas adapté à sa manière d'apprendre ou de travailler, mais que ça ne doit pas le limiter dans ses ambitions. Et que s'il a envie de devenir médecin avec un TDAH, il deviendra médecin avec un TDAH, il faudra juste qu'il y mette beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de travail que les autres. Il ne faut pas leur raconter d'histoire aux enfants, c'est vrai, mais ils en sont évidemment tout à fait capables. Et moi, en tant que mère, au bout d'un moment, je me suis dit, waouh, mais le temps que je dépense, le temps que je donne à mes enfants, je suis heureuse de le donner, mais je le fais parce que je peux. Ma compétence de journaliste, le temps que je passe à chercher des informations pour trouver la bonne information, le bon spécialiste, les coups de téléphone pour avoir une place, on vous dit, oui, vous avez un rendez-vous, alors dans 6 mois. Non, c'est pas possible, mon gamin, il est en souffrance, dans 6 mois, s'il vous plaît, suppliez les gens. Enfin, il faut quand même avoir beaucoup de volonté et puis un peu de bagou pour réussir à avoir des solutions pour ses enfants. Ça coûte très cher, il y a beaucoup de spécialistes qui ne sont pas du tout remboursés. Et je me suis dit, mais comment font les autres parents qui ne sont pas journalistes comme moi, qui n'ont pas peut-être la facilité à chercher l'information, à convaincre le secrétariat de vous donner un rendez-vous entre 2 portes, etc. Comment font les autres parents? C'est vraiment pour ça que j'ai essayé de se faire ce journal qui, pour moi, est l'équivalent d'une boîte à outils pour les familles avec des enfants neuroatypiques. Une nouvelle loi pour de nouvelles recommandations pour la prise en charge justement des enfants autistes a été votée. Est-ce que ça, c'est une avancée pour espérer justement davantage de moyens pour financer ces prises en charge? Oui, la loi, c'est bien de la voter. Déjà, le jour où il y aura un décret d'application, ça sera bien. Et puis, on va voir ce que devient le décret d'application. Alors, une nouvelle loi, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça veut dire que la société est prête à entendre. Après, l'école inclusive, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on en parle. Tout à l'heure, j'ai écouté une interview chez vous. Une des jeunes femmes qui était interrogée parlait d'apprendre aux enfants à être empathiques. Moi, j'ai envie de dire, mais l'école inclusive, c'est l'école de l'empathie. L'empathie, ça ne se décrète pas, ça s'éduque.
on le sait, ça s'éduque depuis tout petit. Vous allez dans d'autres pays d'Europe, je pense à l'Italie, où en fait l'école est inclusive de fait. C'est-à-dire que les enfants, qu'ils aient un trouble autistique, qu'ils aient un TDAH, qu'ils aient quoi que ce soit, ils sont dans l'école. Et ça marche. Et ça marche. L'école de la République doit accueillir tous les enfants de la République. D'autant qu'on sait qu'effectivement, avoir des enfants qui ont des troubles, justement, soit de la sphère autistique, soit peu importe, 10, comme vous le dites, est un effet positif, de levier positif pour la classe. C'est-à-dire que les enfants, quand ils grandissent dans cet environnement-là, avec des enfants qui ont une différence par rapport à eux, ils sont éduqués à la différence. Et c'est étonnant, toutes les écoles qui adoptent ça et qui prennent des enfants avec des troubles autistiques notamment, les enseignants nous disent, en fait, les enfants s'écoutent les uns les autres. L'altérité, ça s'apprend. L'empathie, ça s'apprend tout petit. On ne décrète pas à 17 ans, tiens, Coco, je vais te rendre empathique parce que tu vas avoir une heure de cours d'empathie. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, tout dépend effectivement de la possibilité à pouvoir suivre une scolarité dans une école dite classique, dite générale. Mais pour la plupart des cas, c'est possible, avec aussi des AESH, des accompagnants des enfants en situation de handicap. C'est pas forcément un handicap, encore une fois, tout dépend du trouble en question. Mais en tout cas, avec ces personnes qui peuvent aider à la scolarité des enfants. Il y a une hausse du nombre d'AESH en France qui a été votée. Tant mieux, mais ça reste quand même en deçà des demandes aujourd'hui. Oui, comment faire? Alors, ça reste en deçà pour deux raisons. Ça reste en deçà parce que c'est un métier qui est très mal payé. Oui. Genre, en fait, dire on va augmenter le nombre d'AESH, c'est très bien. Mais il y a une revalorisation qui a été votée, mais c'est rien. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est quand même quelque chose qui est essentiel pour effectivement permettre à beaucoup d'enfants d'être intégrés dans une classe tout à fait normale. Et il est là l'enjeu. Une fois de plus, enfin, je me répète, mais les enfants de la République vont tous à l'école de la République. Mais c'est quelque chose qui devrait être écrit au fronton des écoles, vraiment. Parce que c'est comme ça qu'on apprendra aux enfants qui n'ont pas de troubles à accepter l'altérité et à accepter la différence. C'est comme ça qu'on l'éduquera. Et de l'autre côté, on donne la même chance. On est dans une action d'équité par rapport aux enfants qui ont des troubles. Et le problème des AESH, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et il n'y en a pas assez parce qu'ils ne sont pas assez payés. Ça serait mieux payé, évidemment, qu'il y aurait plus de monde qui le ferait. On prône effectivement l'inclusion. Vous prenez aussi, bien sûr, l'équité. Mais on se pose la question de savoir si une transversalité des ministères, éducation et santé, ne serait pas bénéfique, justement, pour la prise en charge des enfants qui ont des troubles. Ah, ça serait évidemment formidable. On a la chance aujourd'hui quand même d'avoir un secrétariat interministériel au TND, troubles du développement, autisme et TDI. Son action, elle est réelle. Ils sont en train de développer par exemple les plateformes, les PCO, qui sont des plateformes qui permettent de diagnostiquer à tout âge. Alors, au début c'était pour les plus petits et maintenant ça va jusqu'à 12 ans. Donc ce secrétariat interministériel, c'est une espèce de ministère, on va dire, ministère à mi-chemin entre l'éducation, la santé, etc. Mais effectivement, la question d'un ministère où finalement on prendrait en charge, et ce qui n'est pas absurde, et la santé des enfants et l'éducation, oui. Ce serait logique, et à la fois pour l'alimentation, pour le sport et pour plein d'autres sujets, évidemment. Merci beaucoup, Céline Lisraoux, d'être venue sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes journaliste et surtout la créatrice du magazine Zèbre et compagnie. Voilà le magazine qui s'affiche et qu'on peut retrouver donc partout, chez tous les bons libraires. Alors, il est en kiosque. Vous pouvez l'acheter sur le site zèbre-et-compagnie.fr et en kiosque, effectivement. Merci beaucoup. On va retrouver Shirley pour sa chronique. Depuis 2016, le mois de novembre, c'est le mois sans tabac en France. Le moment pour les fumeurs de se motiver ensemble pour arrêter de fumer pendant 30 jours. Et oui, 30 jours. On en est au 11e jour aujourd'hui. L'occasion de revenir sur quasiment 50 ans, je vais y arriver, de campagne contre la cigarette. Alors, qu'est-ce qui a changé, Shirley ? Alors quand même pas mal de choses. Quand on regarde 5 décennies en arrière, les docteurs pouvaient s'en griller une dans les hôpitaux. Les gens fumaient sur les plateaux télé qui mettaient des cendriers à disposition. C'était une autre époque. Dans les avions. Oh là là. Oui, c'est vrai. L'époque de toutes les provocations. De Serge Gainsbourg aussi, jamais sans sa cigarette. L'époque des émissions télévisées où on parle mieux de littérature, culture et politique. La clope au bec, parce que la cigarette, c'est bien connu, a souvent été un symbole de la décontraction. Alors il y a 50 ans, des enfants de 5 ans pouvaient aussi tirer leur première taf
encouragé par les parents. Et puis soudain, une certaine Simone Veil, alors ministre de la Santé, décide de lancer une politique de lutte contre le tabagisme. Nous sommes alors en 1975 et un an plus tard, 1976, voilà ce que les Français ont pu entendre à la télé. Pour les fumeurs, mauvaise surprise aujourd'hui, la gauloise est passée d'1,70 à 2 francs, la gitane à 2,60 francs, des hausses faites pour inciter les fumeurs à moins fumer. Et oui, ça y est, la première loi qui s'attaque à ce qui est désormais considéré comme un problème de santé publique est passée. La cigarette disparaît des hôpitaux et des bureaux de poste, le prix des paquets augmente, plus 18%, et les médias diffusent des campagnes de prévention. Ensuite, en 1991, c'est la loi Évin de Claude Évin, ministre de la Santé à l'époque, qui va s'attaquer donc à l'alcool et interdit aussi la publicité pour les cigarettes ainsi que leur vente aux moins de 16 ans. Des zones fumeurs obligent même les consommateurs de cigarettes à se mettre à l'écart dans certains lieux publics. Et 10 ans plus tard, on voit apparaître ces images très choquantes sur les paquets. On ne fume plus dans les espaces publics tels que les trains, les avions et l'intérieur des restaurants. Alors, à quoi ressemblaient ces premières campagnes sans tabac, Shirley? Parce qu'on est franchement très curieux. J'en ai vu quelques-unes, elles sont... Voici la première campagne de l'État mettant en cause le tabac. Elle date de 1975, donc son slogan « Sans tabac, prenons la vie à plein poumon ». Qu'en pensez-vous, Virginie? Est-ce que, à votre avis, ça donne envie d'arrêter de fumer? Mais disons qu'on est tellement marqué aujourd'hui par des campagnes qui sont très très dures que celle-ci nous paraît effectivement douce. On est telle une colombe, voilà, on parle de poumons, ça reste bon. C'est soft. Ensuite, il y a eu Fumer, c'est pas ma nature. Toujours des jeux de mots, en 1991 donc. Et Bienvenue dans une vie sans tabac en 2022, par exemple, cette année. En 2024, on retrouve ce logo sur plusieurs visuels affichés dans les lieux publics. Un logo donc associé au dispositif Mois sans tabac, le mois de novembre. On le retrouve, ce logo, donc dans les établissements de santé comme les hôpitaux ou les laboratoires. On le voit quand même depuis 50 ans ou presque. Les pouvoirs publics redoublent de créativité pour inciter les Françaises et les Français à consommer moins de cigarettes. Mais alors, est-ce que ces campagnes publicitaires marchent? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, les Français continuent de fumer. Ça, on l'a remarqué, Virginie. 12 millions encore de fumeurs réguliers sur une population totale de 70 millions, on le rappelle. Moins 10% seulement en 50 ans en termes de proportion de fumeurs, pas forcément réguliers. On est passé de 42% de la population qui fumait en 1974 à 31,8% en 2022. Le succès est donc assez mitigé pour ces campagnes de lutte, mais on note un progrès chez les jeunes, figurez-vous, ces derniers temps. Avez-vous déjà fumé une cigarette au cours de votre vie? Oui, pour moins d'un jeune sur 2 de 17 ans en 2022, c'est 13% en moins par rapport à 2017. Les filles sont toujours plus nombreuses que les garçons à expérimenter la cigarette, mais ces derniers se déclarent en revanche plus souvent fumeurs quotidiens. Voilà ce qu'il faut retenir. Pour les jeunes de 17 ans, alors la lutte continue. D'après le programme national de lutte contre le tabac 2023-2027, les parcs, les plages, les forêts et les abords des établissements scolaires devraient prochainement devenir des espaces sans tabac. Mais bon, les industriels étant toujours au rendez-vous et une addiction en remplaçant une autre, cigarettes électroniques, puffs et push se font une place de choix dans la bouche des Français. Et pour cela, le législateur doit s'adapter encore et toujours, ce qui n'est pas de tout repos. À propos des puffs, d'ailleurs, on rappelle qu'en février dernier, les députés ont voté l'interdiction des puffs, ces fameuses vapoteuses jetables. Et puis, tout dernièrement, la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, a également annoncé vouloir interdire les pushs. Oui, les pushs, ces sachets de nicotine à placer dans la bouche et dont les ados raffolent. Ah oui, ça fait fureur. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Shirley. J'ai bien aimé revoir ces petites campagnes sympas, sans tabac. Merci à vous. On va retrouver tout de suite le meilleur de School TV avec le Zap. Vous critiquez, Guillaume, l'idée de lier la qualité de l'éducation au nombre de postes d'enseignants. Une idée pourtant, c'est vrai, souvent mise en avant dans le débat public, notamment par les politiques. Alors pour poser le débat aujourd'hui, est-ce que vous voulez bien nous expliquer pourquoi cette approche, justement, elle vous semble réductrice et en quoi c'est une fausse bonne réponse aux enjeux de l'éducation aujourd'hui? Alors, que le nombre d'enseignants soit un facteur clé de la qualité de l'enseignement, ça paraît assez logique. Au fond, le cœur du débat, c'est nos enfants n'ont-ils besoin que d'enseignement? Et ce qu'on voit, notamment quand on compare la France à des pays comparables, à nos voisins, aux pays de l'OCDE, c'est qu'en fait on est plutôt mieux disant
du point de vue de l'enseignement. Les Français ont de l'ordre de 10% de plus que la moyenne des élèves de l'OCDE d'heures de cours sur toute leur scolarité. Je parle de la scolarité obligatoire, donc du CP à la 3e, il y a 9 ans. Vous voyez, dans l'OCDE, on a à peu près 7500 heures sur l'ensemble de la scolarité. Les petits Français sont plutôt à 8500. D'accord. Donc, en fait, on a beaucoup d'enseignements. On a beaucoup d'enseignements dans les fameuses matières fondamentales. Par contre, sur le handicap, sur la relation avec les parents, sur l'insertion professionnelle, sur la découverte des métiers, sur l'ensemble de l'aspect éducatif de notre système éducatif, on est plutôt en recul et on est plutôt moins-disant. Et c'est probablement sur ce domaine-là que nos enfants sont un peu en difficulté. C'est probablement dans la relation à l'entreprise, dans la relation avec l'environnement de l'école que notre système éducatif est un peu en difficulté. Je pense en particulier au sujet du handicap. Et donc, vous l'avez dit, Philippine, il y a un déclin démographique. Ce déclin démographique, il offre du grain à moudre parce qu'on ne va pas massivement supprimer les emplois. Enfin, on y reviendra. Donc, est-ce qu'il faut réembaucher des enseignants ou avoir un taux d'encadrement mieux disant de l'ensemble des pays européens, ou mieux investir des domaines qu'on a pour l'instant laissés de côté dans notre école? Voilà, c'est toute la question. J'aimerais qu'on revienne sur votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où vous avez pris la décision de donner un rein à votre sœur? Oui, alors en fait, c'était en janvier 2014. Ma sœur, à l'occasion d'un contrôle de routine, a eu des résultats comme quoi elle était en insuffisance rénale. Et en fait, que la solution qui se présentait à elle, c'était d'avoir un traitement sous forme de dialyse et éventuellement de s'inscrire sur une liste nationale en attente d'une greffe. Et à ce moment-là, spontanément, je lui ai dit, mais en fait, s'il te faut un rein, moi, je veux bien t'en donner un. Enfin, moi, je t'en donne un, en fait, pour... Donc, c'était instinctif? Oui, voilà, ça a vraiment été un cri du cœur, instinctivement. En fait, j'ai pas réfléchi. Et vous aviez quel âge toutes les deux à l'époque? Ma petite sœur avait 23 ans et moi 29. Et vous n'avez donc pris aucun moment pour prendre cette décision? C'était évident? Oui, voilà, en fait, oui, c'est sans réfléchir, c'est ce que je lui ai dit. Par la suite, après, moi, j'ai eu le temps d'y réfléchir, mais en tout cas, ma sœur ne me l'a jamais demandé. C'est vraiment moi, spontanément, qui lui ai proposé. Marion Vaquet-Marty, il y a des parents aimants, des parents confrontés au mal-être de leur enfant, parfois depuis longtemps, et surtout des parents qui manifestent pour un certain nombre d'entre eux en toile de fond la crainte du suicide. Et donc, il y a une espèce d'épée de Damoclès. Ils sont des enfants de 14 ans qui leur disent, qui parfois d'ailleurs ont fait des tentatives de suicide, qui leur disent si on ne fait pas quelque chose, je vais me pendre. Et donc, ils peuvent difficilement leur dire mon chéri ou ma chérie, attends d'avoir 18 ans, on en reparle, quoi. Il y a une espèce d'urgence, quoi. C'est comme ça que se manifeste l'urgence, c'est comme ça qu'elle se dit. Après, évidemment, pour un parent, d'entendre son enfant dire je peux mettre fin à mes jours si tu ne m'accompagnes pas là, évidemment, c'est absolument insupportable et insoutenable pour un parent. Je crois que ça l'est aussi pour certains médecins, que cette parole qui vient de l'adolescent, pour certains, est particulièrement anxiogène pour certains médecins. Vous montrez d'ailleurs qu'ils ne sont pas tous d'accord, les médecins. Et non, ils ne sont pas tous d'accord. Et alors, déjà, c'est très compliqué, la question du risque suicidaire, évidemment. Comment le déterminer, comment être sûr. Personne ne peut jamais être sûr. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va être le plus soignant pour empêcher... Évidemment, il faut toujours tout faire pour qu'un adolescent se suicide. Voilà, surtout, ne se suicide pas. Comme dit Bruno Falissa, c'est une vie jeune qui disparaît dans ce cas et c'est une famille qui est détruite. Donc le suicide de l'adolescence, c'est quand même c'est un sujet énorme. L'effroi. Est-ce que c'est une question à laquelle vous avez forcément réfléchi, j'imagine? Anne, est-ce que vous partagez le point de vue de Guillaume? Alors non, Guillaume, je suis désolée, je ne partage pas son point de vue. Alors déjà, vu l'état de crise avancé que connaît l'éducation nationale, c'est même plus une crise, là c'est vraiment un délitement, ça me paraît parfaitement inopportun d'essayer de couper 4000 postes. Alors je pense qu'ils ne vont pas vraiment y arriver, parce qu'il y a la saga parlementaire, la commission, le vote, passage au Sénat, personne ne sait ce qui va en sortir, on ne sait même pas si les amendements au bout du bout vont être examinés, donc on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que cette idée même de supprimer 4000 postes, elle est obscène.
Et je suis assez d'accord avec pas mal de syndicats qui ont vraiment crié, quand même une alerte sociale qui a été lancée, ce qui est assez rare. Donc là, il y a quand même un problème. C'est une question d'économie, juste qu'on soit bien, qu'on pose le débat. C'est une question d'économie, ces suppressions de postes. C'est une question d'allocation de moyens davantage que d'économie. Aujourd'hui, on a clairement une crise budgétaire sans précédent. Donc, comme dit le président Macron, l'ère de l'abondance est finie. Et ça, c'est un fait. Donc, il va falloir couper de tous les côtés. Maintenant, ce que je vois, moi, c'est que la maîtrise, bizarrement, la maîtrise statistique de la donnée ressources humaines de l'éducation nationale, elle est très mauvaise. En fait, on n'a même pas des chiffres très précis du combien de professeurs qui ne sont pas devant les élèves, combien de professeurs au niveau de l'administration centrale, combien d'enseignants qui sont au niveau des rectorats. Ce qui est certain, c'est que quand vous êtes professeur, vous avez besoin de quelque chose du rectorat, vous n'avez aucune réponse, personne ne vous répond, c'est un fiasco complet. Donc c'est bien qu'il n'y a pas tellement trop de monde, sauf qu'ils ne sont pas forcément au bon endroit. Donc là, on a un problème de connaissance statistique qui est très mauvais, ça paraît fou, parce qu'on a 1,2 million de salariés et une connaissance statistique défectueuse. Pourtant, il ne date pas d'hier quand même. Voilà. Et puis, on a aussi une approche comptable, c'est-à-dire on a besoin d'argent, on coupe. Bon, très bien, couper, mais aujourd'hui, le taux d'encadrement en France, il n'est pas bon comparé à la moyenne de l'OCDE, puisqu'il est de 21,4 élèves par classe contre 19 dans l'UE. Donc en fait, aujourd'hui, on a quand même plus d'élèves par classe que dans l'UE. On a une langue, c'est là que je ne suis pas d'accord avec Guillaume, on a une langue qui, contrairement à l'espagnol ou l'italien, est une langue qui est difficile d'apprentissage. Et donc, il faut renforcer les fondamentaux. Et si on regarde historiquement sur les 50 dernières années, on a perdu énormément de volume horaire en français, aussi d'ailleurs en mathématiques, mais en français. Et la langue française, c'est une langue qui est la clé de la compréhension d'à peu près tous les domaines. Et comme dit Alain Bentolila, lorsque vous n'avez pas les mots pour le dire, eh ben, la violence suit. Donc en fait, la première des choses pour rétablir une bonne relation familiale, sociale, des soft skills et tout ce qu'on veut, c'est déjà avoir une maîtrise de la langue française. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Donc elle s'appelle Lucie, votre sœur. Vous prenez la décision de lui donner un rein. Et à partir du moment où vous formulez cette décision-là, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi le process? Alors en fait, la première étape, pour nous, ça a été de passer un test de compatibilité pour savoir si le rein que je souhaitais lui donner, si la greffe pouvait prendre en fait. Ça passe par des prises de sang. Voilà, une prise de sang, voilà, un check-up assez important. Donc nous étions compatibles. Même si on était sœurs et qu'il y avait de grandes chances qu'on soit compatibles, c'était pas forcément, ça pouvait ne pas être le cas. Donc nous étions compatibles et du coup on est rentré dans un sorte de parcours où j'ai passé vraiment beaucoup de tests médicaux. Voilà, les médecins s'assurent vraiment que la personne qui souhaite donner un organe est vraiment en parfaite santé et que ça ne va pas lui porter préjudice de donner un organe en fait. Donc il y avait à la fois le volet médical, mais il y avait aussi un volet juridique et éthique, puisqu'on ne peut pas donner un organe comme ça. Donc tout est encadré par la loi. Donc j'ai dû voir un juge, j'ai aussi été appelée à avoir un comité d'éthique qui s'est assuré que j'avais bien tout mon discernement, que je n'avais pas reçu de menaces ou de pression, quelle qu'elle soit, pour donner mon rein. Enfin voilà, on s'assure vraiment que le donneur est consentant et on répète tout au long du parcours, on répète la question voulez-vous vraiment donner votre rein? Voulez-vous vraiment donner votre rein? C'est une question qu'on m'a au moins posée 10 fois tout au long du parcours. Donc, L'autre impression qui domine en vous regardant, et ça revient dans la bouche de beaucoup de parents d'enfants aussi, c'est qu'on se donne très peu de temps pour décider. On ne s'est jamais dit c'est peut-être autre chose, dit d'ailleurs à un moment donné Florence la maman d'Emma. Eh bien, c'est toute cette question, effectivement, y a-t-il un caractère d'urgence ou pas? Et comment? Et est-ce que les pédopsychiatres, les endocrinologues, qui n'ont pas parlé dans le film... Alors, qui n'ont pas parlé parce qu'ils ont refusé de parler. Ah oui, tout le monde a refusé, oui. Dingue. Oui. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'hormonothérapie n'est pas prescrite par un pédopsychiatre. Les pédopsychiatres font des orientations, font de l'accompagnement, mais ce n'est pas eux qui prescrivent ces traitements qui peuvent avoir, effectivement, des effets indésirables, des effets irréversibles. Donc, la responsabilité... S'il y en a une, c'est celle de l'endocrinologue. C'est eux qui engagent une responsabilité médicale. C'est eux qui prescrivent. Hein. Donc, évidemment, les pédopsies sont très mises en avant dans cette histoire. Il serait peut-être bon que les endocrinologues en parlent un peu plus.
Et eux aussi, c'est-à-dire que bon, la médecine, c'est pas la première fois que la médecine est prise avec des questions idéologiques, des questions sociétales. Mais il faut faire de la science. C'est la fin de ce grand JT. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez, le son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Laure Demont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci également, Shirley Adélaïde, d'être venue sur ce plateau pour l'info et la chronique. On vous retrouve évidemment bientôt. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée et à demain. Ciao.